Bonjour à toutes et tous. Alors, je m'appelle Samuel Kenzari, donc je travaille à l'Institut Jean Lamour à Nancy. Donc, c'est une unité mixte de recherche du CNRS et de l'Université de Lorraine. Et je vais vous présenter la fabrication indirecte de pièces métalliques par frittage laser sélectif et infiltration. Alors, ce cours s'intègre dans le premier chapitre intitulé Les procédés de fabrication additive métallique et plus particulièrement la sous-partie procédés émergents. Alors nous verrons dans un premier temps quelques généralités sur le frittage laser sélectif, puis nous passerons sur l'infiltration par capillarité d'objets issus de frittage laser sélectif, et enfin je vous présenterai quelques exemples de pièces réalisées par infiltration métallique à partir d'acier ou d'aluminium. Alors on commence par quelques généralités concernant le frittage laser sélectif. Alors cette technique utilise un laser pour faire du frittage sélectif sur lit de poudre polymère. Alors le principe est le suivant. La poudre est déposée sur un plateau de construction chauffant et mise en température quelques degrés en dessous de sa température de fusion. Un réservoir d'alimentation de poudre vient apporter de la poudre dont le volume est suffisant pour que le rouleau puisse l'étaler sur toute la surface du plateau de fabrication. Et le laser va finalement balayer la surface du lit de poudre pour ne faire fondre localement que une section 2D de l'objet 3D initialement modélisé. Et le laser, finalement, apporte juste l'énergie nécessaire pour faire fondre la poudre. Ensuite, le plateau mobile descend de l'équivalent de l'épaisseur d'une couche et une nouvelle couche de poudre est étalée sur le plateau. Et le procédé se répète jusqu'à la fin de la fabrication complète de l'objet. C'est-à-dire que l'objet se fabrique de bas en haut dans le bac de poudre. Alors voici une vidéo qui illustre en temps réel la façon dont le laser interagit avec le lit de poudre polymère. Donc quand vous voyez le changement de couleur qui s'opère, c'est la fusion qui intervient. Donc cette technique est très utilisée pour la fabrication directe de pièces polymères. Elles sont utilisables directement, ce sont des pièces bonne matière, bien souvent, à base de polyamide, ou alors il existe aussi beaucoup de nuances où différentes charges sont incorporées aux matrices polymères pour créer des composites. Ce qui nous intéresse plus particulièrement concerne la fabrication indirecte de pièces métalliques. Alors dans ce cas-là, à la différence des pièces polymères, le procédé va nécessiter plusieurs étapes pour fabriquer l'objet métallique. Alors on ne peut pas fabriquer directement une pièce métallique puisque la technique utilise des poudres à base de polymère pour être fondues. Donc il est nécessaire de faire deux étapes. La première étape concerne la fabrication d'une pièce par SLS qu'on va appeler préforme. Alors si on veut fabriquer une pièce en acier, on va mélanger de l'acier à du nylon, à du polyamide, dans des proportions telles que le nylon va simplement agir comme un liant de particules d'acier. Donc quand on aura fait le procédé de frittage laser sélectif, il va ressortir une pièce qui va contenir environ 40% en volume de porosité. Et cette pièce va être extrêmement fragile, mais elle sera quand même manipulable. Manipulable facilement, mais avec énormément de précaution parce que la pièce ne tient que par une très faible proportion de polymère et donc elle est très friable. Ça ressemble un petit peu à un sucre farineux. Et ensuite, cette préforme poreuse va être placée dans un four pour faire un cycle d'infiltration d'un autre métal.
Alors si on prend un acier comme étant la matière initiale, il va falloir choisir un deuxième alliage à infiltrer qui aura nécessairement une température de fusion inférieure à celle de la température de la préforme. Donc si on prend de l'acier, le bronze est un infiltrant possible. Voici typiquement le type de préparation qu'il est nécessaire de faire pour faire une infiltration de bronze dans une préforme d'acier. Alors, premièrement, il faut déposer une préforme sur une plaque d'infiltration ou une plaque d'alimentation obtenue elle-même par frittage laser dans la même matière que la préforme. Ensuite, il faut disposer des petits blocs de bronze tout autour, donc des petits blocs d'infiltrant, qui vont être dimensionnés en fonction du volume de porosité à remplir. Donc il faut calculer les volumes de blocs nécessaires à disposer autour du volume de préforme. Ensuite, cet ensemble va être placé dans un creuset et l'intégralité du creuset va être remplie ensuite de poudre céramique, typiquement de l'alumine, qui va servir à homogénéiser la thermique pendant le cycle d'infiltration, mais également à maintenir les pièces quand elles vont être déliantées. Alors effectivement, la première chose à faire, c'est d'enlever le polymère. Donc pendant le cycle thermique d'infiltration, la première étape va consister à délianter la partie polymère de l'objet. Donc typiquement entre 3 et 500 degrés, le polymère va être délianté. Et ensuite, la rampe va poursuivre son chemin pour atteindre la température de fusion du bronze. Et vers 1100 degrés, le bronze va commencer à fondre. Et le bronze, à l'état fondu, va s'infiltrer par capillarité. Et c'est ce qu'on appelle une infiltration donc spontanée. L'ensemble, bien sûr, est maintenu en atmosphère neutre pendant toute la durée du cycle thermique pour éviter la formation d'oxydes entre les interfaces liquides-solides qui sont le bronze en fusion au contact de la préforme qui elle-même reste solide. Une fois que le cycle thermique est terminé, donc c'est-à-dire environ 24 heures plus tard, à partir du moment où on a mis le creuset dans le four, eh bien, il suffit de dépoudrer l'ensemble, de ressortir la pièce. Et puis, la plaque d'alimentation est finalement une plaque sacrificielle. Il est nécessaire de la découper pour pouvoir extraire simplement l'objet qui a été infiltré et qui nous intéresse. Alors vous voyez ici une pièce architecturée dont la modélisation initiale est montrée en bas à droite. Donc quand on fait une micrographie de cet objet, on peut distinguer parfaitement l'acier et le bronze, mais on voit aussi qu'il reste quelques porosités non comblées par l'infiltrant. Et donc ça, c'est quand même assez récurrent dans ce type de process, c'est qu'il est quand même assez difficile d'infiltrer des pièces de gros volume sans porosité. Mais néanmoins, ça ouvre quand même la possibilité de faire des pièces en bimatériaux, comme cet exemple-là d'acier et de bronze. L'infiltration d'acier par du bronze est donc un couplage de matériaux qui fonctionne très bien. Mais l'inconvénient de ce type de matériaux est qu'ils sont très lourds. La densité est de l'ordre de 8 grammes par centimètre cube, donc les chercheurs ont cherché des solutions pour essayer d'alléger ces objets, ces pièces métalliques, en utilisant le frittage laser sélectif. Donc on comprend bien l'intérêt d'aller vers des couplages de matériaux pour alléger les structures. Et
une des études de référence en la matière concerne le développement de pièces à base d'aluminium. Donc ce sont les travaux de Sercombe et ses collaborateurs qui ont développé un procédé pour pouvoir infiltrer un aluminium par un aluminium. Alors, il s'agit d'un vrai verrou technologique au départ, puisque si on essaie d'infiltrer un aluminium par un autre aluminium, sachant que les températures de fusion des alliages d'aluminium sont relativement proches, il va y avoir extrêmement rapidement de la déstabilisation dimensionnelle, puisque le processus de diffusion chimique va faire qu'il va se créer des alliages aux interfaces et les pièces vont minimiser leur température de fusion pour finalement faire fondre l'intégralité de la structure. Et donc, ils ont utilisé comme astuce de rajouter une étape entre la fabrication de la préforme et l'infiltration par un deuxième aluminium, qui est une étape de nitruration de leur préforme. Cette étape de nitruration est donc obligatoire pour pouvoir infiltrer un aluminium dans une préforme aluminium. Elle permet, cette nitruration, de créer une préforme nitrurée, c'est-à-dire que l'aluminium ne s'infiltre plus dans une préforme elle-même à base d'aluminium, mais elle s'infiltre dans une préforme qui est devenue une céramique, un nitrure d'aluminium. Et donc il est beaucoup plus facile pour un aluminium liquide de s'infiltrer par capillarité sur une interface nitrurée que sur une interface dont la nature chimique est un oxyde natif d'aluminium. Les angles de contact sont favorables sur un nitrure, alors qu'ils ne sont pas du tout favorables sur un oxyde. En revanche, ce procédé de nitruration des préformes aluminium va générer une fragilité des pièces, une grande fragilité. Et ce, quel que soit l'infiltrant ou le traitement thermique qui va être utilisé. Vous allez avoir soit des propagations des fissures au travers des interfaces nitrure d'aluminium infiltrant, ou alors des propagations de fissures aux interfaces nitrure d'aluminium infiltrant. Et donc finalement, la nitruration fragilise énormément les pièces infiltrées. Systématiquement, les ruptures des pièces s'opèrent avant 1% de déformation. Donc fabriquer des pièces métalliques de manière indirecte, qu'elles soient en aluminium ou à base d'acier, c'est possible. Il n'y a pas de problème majeur, si ce n'est que dans le cas de l'acier, vous allez avoir des pièces lourdes et il va rester des porosités. Et dans le cas des pièces en aluminium, il va y avoir la difficulté d'infiltrer un aluminium et donc il sera obligatoire de devoir nitrurer les pièces. D'autres études ont montré qu'il était possible d'infiltrer des alliages d'aluminium par d'autres alliages d'aluminium, mais cette fois-ci en n'utilisant pas des alliages d'aluminium conventionnels, mais des alliages d'aluminium complexes qu'on appelle des quasi-cristaux, c'est-à-dire des alliages dont la structure est quasi-cristalline. Alors pour définir ce qu'est un alliage quasi-cristallin, il s'agit d'alliages dont la structure cristallographique n'est pas périodique, elle est quasi-périodique. Donc vous avez une vue modélisée en bas à gauche où sur chaque nœud du réseau il faut imaginer un atome et donc on peut voir des pentagones dessinés et ces pentagones possèdent une symétrie d'ordre 5 et les symétries d'ordre 5 sont incompatibles avec les symétries de rotation qu'on rencontre habituellement dans les alliages cristallins conventionnels. Et donc il a été montré que si on utilise des alliages quasi-cristallins, les températures de fusion de ces bases aluminium ne seront plus inférieures à 660 degrés comme un aluminium conventionnel, mais seront bien supérieures, 800-900 degrés. L'avantage d'utiliser ce type d'alliage, c'est que comme la température de fusion est supérieure à celle d'un aluminium,
il n'est plus nécessaire d'utiliser la nitruration en étape intermédiaire entre la fabrication de la préforme et l'infiltration des pièces. Alors, la préparation du dispositif est similaire à celui que je vous ai présenté pour un acier infiltré par du bronze. La seule différence est que comme on utilise des bases aluminium, dans la poudre d'alumine, on va intégrer un alliage de magnésium sous forme de poudre aussi, qui va jouer de rôle de guetteur d'oxygène. Donc cet effet guetteur est nécessaire pour limiter la formation d'oxyde à l'interface aluminium liquide et préforme d'alliage métallique complexe. Et on va faire suivre exactement le même cycle d'infiltration, où il y aura une première étape de déliantage, puis vers 750 degrés, l'étape d'infiltration de l'aluminium dans la préforme. Bien sûr, comme nous ne souhaitons pas nitrurer l'aluminium, il faut absolument que l'atmosphère reste neutre, donc ceci va se faire soit sous vide, soit sous argon. Donc on peut voir que la pièce après infiltration a été bien infiltrée, donc il reste un petit peu de porosité. Donc vous voyez en bas à gauche la plaque sacrificielle sur laquelle restent encore des résidus d'aluminium. Donc l'aluminium au départ était un aluminium dont la pureté était de 98%, donc c'est-à-dire avec une température de fusion très très proche de 660 degrés. Et donc la préforme a été infiltrée par cet aluminium. Et on observe quand même, après contrôle dimensionnel, qu'il y a de légères déformations par endroits. Donc on a pu se passer de la nitruration dans ce cas-là, mais il reste encore à optimiser les cinétiques d'infiltration et les durées de maintien. Mais c'est très prometteur d'utiliser ce type d'alliage complexe pour aller vers des alliages composites à base d'aluminium pour fabriquer des pièces dont la densité est largement inférieure à celle qu'on obtiendrait avec un acier du bronze. On est entre 3 et 4 grammes par centimètre cube avec ce type d'alliage. Alors si on regarde ce qui s'est passé après l'infiltration, donc vous voyez les diffractogrammes de rayon X à droite, où la préforme est au départ initialement constituée de phases métalliques complexes. CMA, c'est Complex Metallic Alloys. Donc les phases CMA sont présentes dans la préforme, évidemment. Et après infiltration, la pièce est constituée uniquement d'un alliage contenant des phases métalliques complexes, mais on n'observe pas du tout l'aluminium qui a été infiltré. L'aluminium à l'état cristallin, tel qu'on le connaît sur un aluminium classique, n'est pas détecté. Donc il s'agit en fait d'une diffusion qui a eu lieu pendant le processus d'infiltration, qui a totalement transformé la phase initiale en une pièce constituée uniquement de phases métalliques complexes à base d'aluminium. Donc il ressort que la densité est de l'ordre de 4 grammes par centimètre cube, le taux de porosité mesuré est inférieur à 5%, et la particularité de ces alliages est qu'ils ont une dureté très très élevée pour des bases aluminium. On atteint 350-400 Vickers de dureté. Et les déformations à la rupture vont jusqu'à 2%, ce qui est plutôt très bien, et qui atteste que les pièces ne sont pas très fragilisées par un traitement de nitruration, comme ce que je vous ai montré quelques transparents avant. Donc pour conclure ce cours bref sur la fabrication indirecte de pièces métalliques par frittage laser sélectif, j'ai pu donc vous montrer et vous donner quelques éléments et exemples concernant la fabrication des objets, donc c'est bien possible de le faire, mais les propriétés vont être limitées, que ce soit avec les bases acier qui sont assez simples à faire, ou les bases aluminium. Il va falloir faire attention aux stabilités dimensionnelles, aux propriétés mécaniques, au taux de porosité résultant post-infiltration.
Et donc tout ça montre qu'il est encore nécessaire de développer des matériaux, des nouveaux couplages de matériaux, d'optimiser aussi le procédé en fonction des matériaux, de l'infiltrant, de l'infiltré. Et bien sûr, l'exploration de tout le panel disponible aujourd'hui en termes de couplage ouvre de nombreuses perspectives. Donc en particulier pour développer des bimatériaux métalliques avec des propriétés atypiques. Donc l'étude reste ouverte, évidemment, et, euh, et c'est assez encourageant de se dire qu'en utilisant une technologie initialement euh, utilisée pour les matériaux polymères, on peut comme ça aller vers de nouvelles combinaisons de matériaux pour obtenir des pièces métalliques. Alors je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à m'envoyer des questions par mail, hein, j'y répondrai, ou alors il y aura une session live où je pourrai également répondre à vos questions. Voilà, je vous remercie et puis bonne formation.